Pour vos patients, vivre avec une plaie, c'est mettre sa vie sur pause. Pour chacun de ces patients, vous, soignants, jouez un rôle essentiel. En leur prodiguant les meilleurs soins pour favoriser la cicatrisation, vous les aidez à retrouver leur mobilité, leur liberté, leur vie d'avant. Vous incarnez l'espoir d'une vie à nouveau normale. Notre mission, chez Urgo Médical, est de vous accompagner pour cicatriser les plaies de vos patients le plus tôt possible. Pour mener à bien cette mission, nos équipes ont à cœur de mettre à votre disposition chaque jour des produits innovants, fondés sur les preuves, conçus et produits en France, dans notre centre de R&D et dans nos usines. Ce qui fait notre force aujourd'hui, c'est la science, la recherche et des solutions de rupture qui se fondent sur des preuves cliniques. L'innovation est un levier fondamental pour Urgo Médical. Elle est évidemment dans nos laboratoires de recherche, mais pas seulement. Elle est aussi dans nos usines, où nous créons nos propres machines adaptées à nos nouvelles solutions produits. Ce qu'on veut pour nos patients, c'est le meilleur, c'est leur permettre de guérir, de cicatriser le plus rapidement possible. Nos équipes sont formées pour vous accompagner et être au cœur du parcours de soins du patient. Notre engagement à vos côtés, c'est aussi d'améliorer les connaissances scientifiques et de diffuser les bonnes pratiques en cicatrisation. C'est ce que nous faisons à travers nos communications scientifiques, nos événements dédiés à la prise en charge des plaies. Notre objectif est de faciliter vos échanges entre soignants de ville et de l'hôpital, au niveau local, régional, national. Notre préoccupation constante est de vous fournir des informations utiles, fiables, objectives. Chaque jour, votre mission est de soigner vos patients. Chaque jour, notre mission est de vous aider. Pour cela, nous avons développé Illico, une application mobile innovante et accessible à tous, favorisant la coordination entre soignants pour une meilleure prise en charge des plaies du début jusqu'à la fin de leur cicatrisation. Ceux qui font la différence au quotidien chez Urgo, ce sont nos équipes qui font vivre notre mission avec passion chaque jour à vos côtés pour que les patients cicatrisent plus tôt, pour qu'ils retrouvent leur vie d'avant, pour leur permettre de vivre, tout simplement. Bonjour à toutes et à tous, merci de vous être connectés et bienvenue pour cette troisième édition du Forum des pharmaciens hospitaliers. Alors Claire, le forum c'est quoi ? Le Forum des pharmaciens hospitaliers est une journée de formation numérique à destination des pharmaciens hospitaliers, créée par les pharmaciens hospitaliers en partenariat avec Urgo Médical. Alors Urgo Médical, vous l'avez vu dans la vidéo précédente, nous sommes un laboratoire spécialisé dans la prise en charge des plaies. Nous avons à cœur de vous proposer des solutions innovantes qui ont prouvé leur efficacité, qui sont fabriquées en France et qui tendent à améliorer la prise en charge des patients porteurs de plaies aiguës ou chroniques. Alors aujourd'hui, on parle de quoi ? Aujourd'hui, le thème abordé sera le parcours patient, présenté par le docteur Valérie Minetti, pharmacien hospitalier à l'APHM Marseille, docteur Olivia Chauvel, pharmacien hospitalier au CH d'Argenteuil, docteur Vera Boyko-Allo, pharmacien hospitalier au CHU de Clermont-Ferrand, docteur Charles Degara, pharmacien d'officine à Toulouse, et madame Charlotte Desmarais, directrice marketing Urgo Médical. Alors le rôle du pharmacien hospitalier, du pharmacien d'officine dans l'optimisation du parcours de soins, dans l'optimisation du parcours patient, l'approche MEDED, qu'est-ce que c'est ? Vous allez le savoir tout de suite. Et n'oubliez pas, à la fin de la présentation, un QR code est à votre disposition. Si vous avez des questions, vous flashez le QR code, vous complétez le formulaire et nous répondrons à vos questions dans les prochains jours. Bon visionnage. Bonjour, bienvenue au webinaire consacré au parcours de soins des patients. La prise en charge des plaies peut être longue et complexe et il y a donc un risque parfois important de rupture dans la continuité des soins, notamment lors des périodes de transition entre la ville et l'hôpital. Plusieurs facteurs jouent un rôle important et sont à prendre en compte pour organiser la sortie d'hôpital du patient. Les facteurs socio-économiques, l'isolement social, les conditions de vie du patient et son accès aux soins. Donc maintenant, aujourd'hui, on va essayer de voir comment harmoniser les pratiques et assurer la continuité des soins entre les parcours de soins des patients. Bonjour à tous, je m'appelle Charles Degara, je suis pharmacien d'officine à Toulouse. Et aujourd'hui, nous allons revoir dans un premier temps quelques règles de délivrance de pansement à l'officine. Et dans un second temps, nous verrons deux sujets
que les pharmaciens d'officine auraient besoin pour un meilleur suivi de la prescription de pansements de l'hôpital jusqu'en ville. Slide suivante. Donc, je n'ai aucune relation financière à déclarer. Slide suivante. Slide suivante. Donc, au niveau les principales règles de délivrance des dispositifs médicaux, dont les pansements font partie, donc, une ordonnance sera recevable si le dispositif médical ou le pansement est prescrit en nom de marque générique. À ce moment-là, on peut délivrer la marque que l'on veut à l'officine, du moment que le dispositif médical réponde à la prescription. Par contre, si ce même dispositif médical est prescrit avec un nom de marque, on a obligation de délivrer le modèle de la marque demandée, sauf dans le cas où on a un accord du prescripteur pour pouvoir changer. C'est-à-dire, si par exemple vous avez un Urgotul Border en 8.8 marqué et que l'Urgotul Border serait en rupture et qu'on aimerait y mettre un équivalent, il faut pouvoir joindre le prescripteur et accepter l'équivalent que le prescripteur vous demandera. En aucun cas, on ne peut se permettre de donner un Mepilex Border, même s'il est à la même taille, même s'il est équivalent, à un Urgotul Border, s'il est bien prescrit, Urgotul Border. Slide suivante. Voilà, la réglementation est en train de changer. On ne sait pas encore quand, mais dans l'article 60, dans le Code de la santé publique, il y a une liste qui n'est pas encore parue, et cette liste, en fait, permettra, dans certaines conditions, après information du prescripteur et du patient, de substituer un pansement par un autre ou un dispositif médical par un autre. Donc, au jour d'aujourd'hui de la présentation, pour l'instant, il n'y a rien en cours. Donc, on reste sur les règles éditées précédemment. Slide suivante. Voilà. Donc là, nous allons voir un premier exemple. Donc, c'est une ordonnance qui a été faite par une infirmière, où on a un Medicet standard en boîte, des compresses, un Sorbac super absorbant et un Tubifast. Donc là, pour le coup, il faudra bien délivrer, par exemple, le Medicet standard. Ici, l'infirmière avait eu un abso-soin, qui n'est pas la même chose, car ce n'est pas écrit en nom de marque générique, mais en nom de marque. Slide suivante. Voilà. Donc, ça, c'est une autre ordonnance qu'on a eue qui était sortie d'une urgence. Donc là, c'est un patient qui ressort avec une brûlure après une chute de moto. Il a été brûlé sur l'avant-bras gauche et le mollet gauche. Et l'ordonnance, je l'ai reprise stricto sensu, comme elle a été écrite. Donc, 1, il y avait écrit pansement. 2, un antiseptique, la biceptine flacon. Et 3, du Doliprane 1000. Slide suivante. Donc, dans ce cas-là, vu qu'il y a écrit pansement, pour qu'il y ait une prise en charge, la Sécu nous demande de donner le plus petit conditionnement le moins cher. Du fait qu'il n'y ait écrit que pansement, ça sera une boîte de pansement sec en 7,5 par 3. Ça ne sera... Donc le pansement ne sera pas adapté. Ce qu'on a fait, on a pu avoir le médecin des urgences au téléphone. Et finalement, vu qu'il y avait 2 endroits que c'était dû à une brûlure qui était importante à la fois sur l'avant-bras gauche et le mollet, le médecin nous a autorisé à lui donner une interface Urgotul en 10-12 avec la fréquence qui sera définie par l'IDE qui suivra la plaie. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'on a repris l'ordonnance et on a bien marqué dessus pour être en accord avec l'assurance maladie que l'on a eu le médecin à telle heure, tel jour et par quoi il l'a remplacé. Sinon, si on avait respecté ce qu'avait donné l'assurance maladie, il y aurait eu juste une petite boîte de pansement qui n'aurait pas du tout été adaptée à la fois pour le bras et pour le mollet. Slide suivante. Voilà. Une autre règle que l'on retrouve sur les prescriptions, c'est quand on a un set de pansements avec des pansements à côté qui sont prescrits. Le seul type de set qui peut être prescrit avec des pansements techniques à côté, c'est le set standard. Si vous avez un set post-op, un set post-op classique, un set post-op avec coupe-fil, un set post-op avec rotagraphe et un pansement technique, la Sécu, normalement, ne donne pas de remboursement. Alors, quand nous, on va le facturer, la Sécurité sociale va nous rembourser. Quand la Sécurité sociale va nous contrôler, elle va reprendre ce remboursement sous la forme d'un indu. Donc, c'est très important. Pourquoi ? Parce que dans le Medicet post-op, on retrouve des pansements secs qu'il n'y a pas dans le standard. Et donc, la Sécurité sociale considère que s'il y a des pansements secs, c'est que le médecin n'a pas besoin d'autres types de pansements techniques.
Donc c'est très important de ne pas marquer des médicaments post-op si on a des pansements techniques à côté. Sinon, il n'y aura aucun remboursement de l'ordonnance. En ce qui concerne les pansements. Slide suivante. Voilà. Il faut faire attention aussi à la superposition de pansements. Les pansements ne se superposent pas, sauf dans des cas particuliers, dans des cas de méchage par exemple. Slide suivante. Donc là, un petit point sur la prescription des compressions qu'on peut avoir en plus. On va avoir donc les systèmes de compression veineuse, ça c'est ce que vous connaissez, chaussettes, bas jarrets, collants. Et après, on va avoir aussi des bandes élastiques de compression ainsi que des bandes inélastiques. Là, c'est plus un message adressé à mes confrères officinaux, mais en même temps aussi sur certaines prescriptions. Quelquefois, on voit des bandes inélastiques qui sont prescrites et qui ont été remplacées par des bandes élastiques. Donc là, on est complètement hors affection et ça peut être délétère pour le patient. Et idem, quelquefois, on voit des bandes élastiques prescrites à l'hôpital alors qu'il faut des bandes inélastiques. Voilà, c'est pour ça que je voulais refaire un petit point sur la compression. Slide suivante. Voilà. Donc les problèmes relevés, ça c'est ce qu'on a par rapport aux prescriptions hospitalières et à la délivrance en officine. Il arrive encore un peu trop souvent, alors ce n'est pas une majorité, mais ça arrive quand même un peu trop souvent, qu'on ait une mauvaise prescription du type de pansement et de la taille du pansement. Alors, ça pourrait être un faux problème si on pouvait joindre les prescripteurs plus facilement. Il y a des fois, notamment suite après des chirurgies, c'est compliqué d'avoir le chirurgien, ce qui peut se comprendre parce qu'il a un travail qui le déborde. Mais malheureusement, si on veut pouvoir changer le pansement ou réajuster la prescription, il faut qu'on ait l'accord du prescripteur. Donc voilà, ces deux problèmes sont liés. Et c'est vrai que si on pouvait être autorisé à joindre soit le prescripteur, soit qu'on ait une autorisation d'une infirmière ou d'un pharmacien référent pour pouvoir changer le type de pansement de manière plus rapide, ça serait beaucoup plus efficace. Slide suivante. Voilà. Je vous remercie de votre attention et je relaisse la parole au plateau. Alors, à moi de faire en fait le lien entre la ville et la présentation qui vient de nous être faite par le docteur Degara et l'hôpital avec la présentation qui suivra du docteur Boico à l'OVA. Donc pour ce faire, je vais vous parler des cahiers qui ont été rédigés avec CIP-ACL Santé et Europharmat sur la prescription hospitalière et la dispensation en ville, plus particulièrement sur le cahier qui est paru en mars 2020 sur la prescription hospitalière et la bonne dispensation en ville des pansements. Alors après un rapide constat des problématiques, il y a un schéma du parcours de soins qui nous est présenté et puis on va déterminer les éléments indispensables qui doivent figurer sur une prescription de sortie pour une bonne dispensation en ville. Tout ça dans le but d'améliorer la prise en charge du patient tout en maîtrisant les dépenses de santé qui sont liées à sa pathologie. Et puis il y aura aussi des conseils de dispensation de pansements et de soins associés. Le constat, il est simple, en fait, c'est qu'il manque très souvent certaines notions sur les prescriptions, comme par exemple la durée de traitement, les informations sur la taille de la plaie et sa localisation, la fréquence de changement du ou des pansements, ainsi que le renouvellement des prescriptions. Les indications aussi sur le caractère spécifique du pansement, comme son adhésivité ou son épaisseur, par exemple, sont rarement mentionnées. Et surtout, on a remarqué l'absence de lien entre la durée de prescription, l'évolution de la plaie et la date de la prochaine consultation, ce qui fait que la plaie est bien souvent mal réévaluée, que la prise en charge du patient n'est pas optimale et que les dépenses sont très souvent inappropriées. Le parcours du patient, en fait, quel est-il? Donc, en sortant de l'hôpital, le patient sort avec une ordonnance qui est son bien. Il va avoir son pharmacien d'officine qui va lui faire la dispensation de ses produits. Et puis ensuite, des soins vont lui être prodigués par l'infirmière. Ensuite, pour la réévaluation de sa plaie, il y a deux possibilités, enfin plusieurs en tout cas, soit une réévaluation qui se fait à l'hôpital, soit dans le cadre d'une consultation externe, quand il voit un médecin, soit dans le cadre d'une hospitalisation de jour, où là, il y a plusieurs professionnels qui vont être vus, médecins, infirmiers, pharmaciens, diététiciens, par exemple.
Si jamais cette réévaluation est faite en ville, à ce moment-là, c'est le médecin traitant qui va s'en charger, mais également l'infirmière quand elle prodigue ses soins, ainsi par exemple que le podologue ou le kiné. Et le pharmacien, lui, est aussi actif dans la dispensation et dans les conseils qui peuvent être donnés aux patients, tout ça dans un exercice coordonné. Alors la prescription, en fait, il y a des textes. Le premier texte, c'est le décret 2012-860 du 5 juillet 2012, donc, qui précise bien les informations qui doivent apparaître. Les premières concernant le patient. Ensuite, concernant le prescripteur, et là, des fois, c'est un petit peu difficile, comme les RPPS, par exemple, ou les numéros finesse d'établissement. Ensuite, la durée de traitement aussi doit être indiquée en tenant compte de la prochaine consultation. Et du coup, la prescription doit se limiter à la durée entre 2 consultations et ne pas être trop importante pour pas, en fait, qu'il y ait des produits qui ne soient plus utilisés ensuite. Les informations concernant la plaie, notamment la taille et la localisation, la fréquence de changement du patient, les caractéristiques du produit et la liste des dispositifs sera rédigée de préférence avec la dénomination commerciale, qu'elle soit remboursable ou non. Alors, dans ces cahiers, en fait, ces recommandations, il y a des recommandations donc, sur la prescription. En bleu, vous allez voir en fait, tout ce qui est réglementaire, qui est inhérent au Code de la santé ou au Code de la sécurité sociale. Et puis en vert, des recommandations qui sont tirées en fait, de l'expertise des gens qui ont participé à ces cahiers, à savoir, comme on le disait, la localisation, la taille de la plaie, la réévaluation, et également le fait que les soins doivent être, en tout cas, prescrits en même temps pour en fait, qu'il y ait une adéquation entre les quantités qui vont être données et les soins qui vont être prodigués. Voilà. On vous rappelle aussi que la dispensation pharmaceutique, en fait, c'est non seulement la délivrance, mais aussi l'analyse pharmaceutique de la prescription et la mise à disposition des informations et des conseils nécessaires. Comme vous l'a précisé Charles de Garat dans sa présentation précédente, la question actuelle, en fait, est celle de la substitution avec une possible évolution des textes, même si pour l'instant, ça reste encore un petit peu flou sur le périmètre, en fait, de cette évolution. Et puis pour finir, en fait, ce cahier CIP, ACL, Europharmat va nous permettre aussi d'avoir la liste en fait, des supports qui vont nous aider à rédiger dans nos établissements des prescriptions adéquates, à savoir le guide de l'HAS d'avril 2011 sur les pansements, les indications, utilisations et recommandations, où là, en fait, on a vraiment la classification des pansements, des définitions et les types de pansements recommandés par type de plaie. Deuxièmement, un document publié par l'Omédit de Centre-Val-de-Loire sur l'aide à la prescription des sorties des pansements des soins sur les plaies chroniques, en fait, qui sont traitées tant en ville qu'à l'hôpital avec, on insiste bien sur l'éducation et la formation initiale ou continue des médecins et des soignants. Un document de 2016 de l'assurance maladie sur l'aide à la prescription du pansement primaire pour la plaie chronique, en fait, qui est destiné aux professionnels de santé, soit en ville ou d'ailleurs à l'hôpital. Il y a également les fiches de bon usage des pansements Europharmat qu'on peut retrouver sur le site, en fait, qui ont pour objectif de donner une information technique par typologie d'objets, en fait, de façon générique, et puis aussi une aide à leur bonne utilisation. La base de produits ACL est elle aussi très intéressante parce qu'elle va recenser tous les pansements disponibles en ville avec leurs caractéristiques et puis aussi la notion de remboursable ou non de ces produits avec des codes type code index ACL 7 qui va être utilisé pour une meilleure communication puisqu'on est sûr là qu'on va tous parler du même produit. Et puis il ne faut pas oublier que nos logiciels d'aide à la prescription ou d'aide à la dispensation peuvent aussi être des outils de support à la prescription. Voilà, et je vais laisser maintenant la parole à Vera. Alors, nous allons voir le rôle du pharmacien hospitalier sur l'impact des prescriptions hospitalières en ville, donc les PHEV. Diapositive suivante. Donc, dans un premier temps, nous allons voir les prescriptions et les dispensations en milieu hospitalier. Diapositive suivante. Alors, dans les établissements de santé publics, donc, on fait un appel d'offres avec donc un référencement, une mise en concurrence européenne et un référencement d'un pansement par famille de produits, donc dans le livret thérapeutique en principe. On fait aussi donc des prescriptions, des suivis de prescription de bon usage avec des prescriptions nominatives, des supports de prescription avec des fiches de bon usage mentionnant des indications.
Ensuite, le nouveau référencement, quand un médecin veut un nouveau référencement, eh bien, il présente un dossier à la Comedims avec des études cliniques, la position par rapport aux autres pansements référencés et une étude financière. Donc, tous ces éléments participent au bon usage et à la maîtrise donc, de la bonne utilisation des pansements. Donc, c'est relativement facile. Diapositive suivante. En revanche, en ce qui concerne les prescriptions hospitalières en ville, la problématique est différente. Diapositive suivante. Donc, on a vu que les éléments qui devaient figurer sur la prescription et on a vu que ces éléments n'étaient pas toujours présents. Donc, de nombreuses enquêtes ont montré que simplement 21% des prescriptions sont complètes. La plupart du temps, les dénominations de pansement sont rédigées sous nom de marque et il ne peut pas y avoir vraiment de substitution, sauf accord du prescripteur ou si urgence. Bon, on a vu qu'il allait y avoir un projet de loi de financement de la sécurité sociale, mais on attend toujours la liste des pansements qui va faire l'objet de ces substitutions. La taille est présente dans 73% des prescriptions, la fréquence des soins est présente dans 31% des prescriptions et la durée de traitement dans 23% des prescriptions. Donc, on a vraiment beaucoup de progrès à faire de ce côté-là. Et très souvent, le prescripteur n'a pas la notion du remboursement des différents produits de santé. Diapositive suivante. Donc, il faut améliorer le lien hôpital-ville. Donc, par quel moyen? Tout d'abord, donc, avec des outils d'aide à la prescription. Donc, l'ordonnance ACL Europharmat. On a fait, donc, comme vous l'avez vu précédemment, un groupe de travail donc, entre ACL et Europharmat et on a pu rédiger une ordonnance type, donc diapositive suivante, qui mentionne donc les éléments donc, indispensables pour une bonne dispensation, donc à savoir bien sûr l'identité du prescripteur, l'identité du patient et la prescription avec la date de prescription, la date de prochaine consultation. Volontairement, on a mis la durée de 5 jours, 15 jours et autres pour justement sensibiliser le prescripteur à cette durée de prescription. On a aussi donc mention de la taille de la plaie. Et puis, donc, l'acte infirmier. On a souhaité que l'acte infirmier soit indissociable de la prescription des produits de santé. Donc ça, c'était aussi très important que le prescripteur mentionne l'acte infirmier sur la même ordonnance. Diapositive suivante. Donc, enfin, la deuxième partie donc, concerne les produits de santé avec le pansement primaire qui peut être prescrit donc, soit en ligne générique, soit en non commercial. Donc ça, c'est le prescripteur qui choisit ce qu'il veut faire. Et donc, on mentionne désignation, taille, épaisseur, forme et quantité par soin, de façon à avoir tous les éléments pour la bonne dispensation. Ensuite, donc, on a le pansement secondaire ou dispositif de maintien et puis éventuellement la compression veineuse avec le type et la classe. Enfin, on a les sets de produits de santé. Donc, volontairement, on a fait figurer les sets de produits de santé, seuls les sets de produits de santé qui sont remboursés. Toujours pareil pour sensibiliser le prescripteur. Diapositive suivante. Alors ensuite, donc on a des conditions de prise en charge précises avec d'autres outils, donc des documents de l'assurance maladie, des mémos de suivi en ville des plaies chroniques, avec des applications téléchargeables et des fiches HAS, donc de bon usage concernant les pansements et concernant la dernière en date concerne les plaies suturées, même si on n'est pas toujours d'accord avec les éléments qui figurent dans cette fiche HAS. On a aussi des ouvrages, donc les dernières en date sont le petit manuel 3 du traitement de la plaie chronique. Donc ça, c'est un petit manuel qu'on a rédigé au CHU de Clermont-Ferrand et qui est vendu donc, au niveau national au prix de 5 €. On a aussi le manuel des dispositifs médicaux, donc avec un gros chapitre sur les objets de pansement. Et enfin, le dernier né, pharmacie clinique et dispositifs médicaux, donc, qui vient de sortir. Et là aussi, on a un chapitre consacré au pansement et un chapitre consacré à la compression veineuse. Diapositive suivante. Donc,
Dans le petit manuel 3, donc, on a une échelle colorielle. Donc, diapositive suivante, on va voir le zoom. Donc, vous voyez, donc on a les couleurs de la plaie, la photo, les objectifs, les critères de choix et bon usage, le pansement primaire en ligne générique, la capacité d'absorption, le nom de marque, sachant qu'en noir, le nom de marque peut être différent en fonction des établissements. Et en bleu, c'est le nom de marque, le nom de marque qui existe, en fait. Le nom de là vraiment qui est remboursé, le dispositif, le pansement qui est remboursé sous nom de marque. Et ensuite, on a le pansement secondaire et les rythmes des pansements. Diapositive suivante. On a aussi dans le petit guide le rappel sur la composition des sets remboursés, car très souvent, elle n'est pas connue. Donc, on a les différents sets pour plaie chronique, sets pour les soins post-opératoires. Tout ça pour éviter les redondances. Diapositive suivante. Donc, il faut absolument, et c'est impératif, qu'il y ait une collaboration entre les pharmaciens et les médecins concernant les PHEV. Très souvent, le constat, c'est que les ordonnances de sortie sont souvent anciennes, non remises à jour et prescrites par l'interne qui n'est pas toujours formé au pansement. Et même, c'est rare qu'il le soit. Donc, la méthodologie qu'on a adoptée au CHU Clermont-Ferrand, c'est une participation au staff de service. Donc, à chaque fois, on présente l'enquête, on sensibilise les prescripteurs aux problèmes rencontrés par le secteur libéral et très souvent, ils n'en ont aucune idée. On présente l'ordonnance institutionnelle et on montre donc les différents éléments qui doivent être remplis. Et donc, on peut aussi particularité du service, donc il y a certains services qui se l'ont appropriés et donc qui l'ont mis sur leur logiciel de prescription. Et on présente aussi les outils, les guides, les compositions des sets et les projets d'abonnement à la base ACL avec les bases de données sur les pansements, les conditionnements, les prix, les notions de remboursement, etc. Diapositive suivante. Alors, on va voir quelques exemples de prescriptions de sortie qui montrent bien qu'on a beaucoup à faire dans ce domaine. Donc, l'ordonnance numéro 1 mentionne donc Médicette pansement standard, compresse non tissée stérile, une boîte, sérum physiologique, un flacon de 150 ml, alginate hémostatique algostérile, bande Velpo, Ipafix et QSP, pansement tous les 2 jours jusqu'à cicatrisation complète. Donc, qu'est-ce qu'on constate? On constate que nous n'avons pas de durée de prescription. La prescription est faite sous nom de spécialité. On a un pansement primaire et 2 pansements secondaires. Après avoir appelé donc le prescripteur, on s'est rendu compte que le prescripteur revoyait le patient au bout de 10 jours. Donc, on a prescrit au bout de 10 jours. La plaie n'était pas très hémorragique. Donc, on a prescrit un alginate du livret, donc pas l'algostérile qui est préconisé pour les plaies très hémorragiques. Et on a donné un sparadrap type Ipafix et 5 sets de pansement. Donc, pas de dispensation des compresses, car elles sont dans le set, et pas de dispensation de la bande de crêpe. Diapositive suivante. L'ordonnance numéro 2 donc, mentionne une boîte de compresses, une boîte de Mépilex, 5 par 5, Biceptine, un flacon, Cicaplex, une boîte, une boîte, Urgotul 10-10, une boîte, Bandilex 5, Ipafix, un rouleau à renouveler. Donc, pas de durée, pas de rythme de changement, prescription par nom de spécialité, 2 pansements primaires et 3 pansements secondaires. Après appel téléphonique du prescripteur, on apprend que le prescripteur revoit le patient au bout de 10 jours, donc on prescrit sur une durée de 10 jours. Il nous dit que la plaie est à risque infectieux, donc les pansements doivent être changés tous les jours. Il ne faut surtout pas mettre de Mépilex, donc pas de dispensation de Mépilex, de Nilex et d'Ipafix. Et on se met d'accord pour une dispensation d'Urgotul, donc interface, et une boîte de 10 pansements type Cicaplé comme pansement secondaire. Diapositive suivante. Donc, ordonnance numéro 3, donc la dernière, matériel de pansement. Donc, Urgostart Border 15 par 20, 7 de pansement, 2 paquets de compresses, Physiodo 50 ml, 2 bandes 4 par 15 et 2 bandes 4 par 10. Nécessaire de l'ensemble du matériel à chaque réfection, soit toutes les 48 heures, QSP 1 mois. Après appel téléphonique, le prescripteur mentionne que la plaie est fibrineuse. Donc manifestement, ce n'est pas l'Urgostart Border qu'il le faut, mais on propose, donc s'il veut l'Urgostart Plus avec détersivo absorbant, qui peut rester, lui, au moins 2 jours. Le médecin va revoir le patient dans 7 jours, donc pas de prescription sur 1 mois, mais bien sur 7 jours. Et le set de pansement contient des compresses, donc pas de dispensation des compresses. Diapositive suivante. Donc,
on a travaillé sur un autre domaine, donc, qui est la compression veineuse pour les prescriptions hospitalières, l'impact des prescriptions hospitalières en ville. Et donc là, on a travaillé plus spécifiquement sur la prévention du risque thromboembolique per- et post-opératoire selon les recommandations du GIHP de la SFAR d'octobre 2022. Donc là, on a constaté que l'utilisation de la compression pneumatique intermittente en per-opératoire était utilisée dans certaines spécialités, mais sans aucune réflexion autour du choix par patient et par intervention. Donc, il y avait beaucoup de gaspillage sur certains patients et pas d'utilisation chez des patients qui en avaient besoin. On a constaté aussi qu'il y avait des mises en place de chaussettes et bas chez tous les patients et sans aucune prise de mesure, donc aucune efficacité. On a vu que les bas étaient utilisés par habitude, donc qui entraînait un surcoût, et on a constaté aussi que toutes les chaussettes et les bas étaient prescrits sur ordonnance pour dispensation en ville, c'est-à-dire que les patients systématiquement allaient chercher leurs bandes et leurs bas en officine de ville, donc surcoût des PHEV. Donc quelles ont été nos actions ? On a travaillé avec des anesthésistes. On a pris un anesthésiste référent par spécialité et l'anesthésiste a réalisé un logigramme par spécialité et donc a fait des prescriptions en fonction du logigramme. C'est-à-dire qu'il ne prescrivait pas les compressions pour tous les patients, mais bien en fonction du logigramme, en fonction de l'intervention à risque et du patient à risque. Nous avons réalisé un tutoriel donc mentionnant les rappels sur les risques de la sur les risques des embolies, sur les risques des phlébites avec le risque d'embolie mortelle. On a rappelé quel était le principe de la compression veineuse et l'intérêt de la prise des mesures. Et puis on a fait on a rappelé comment se mettaient les chaussettes et les bas et on a rappelé aussi, on a fait un petit chapitre trucs et astuces. On a supprimé les bas car pas d'activité supérieure par rapport aux chaussettes et puis plus difficile à poser et plus cher que les chaussettes. Donc on a gardé les bas uniquement à visée anti-œdémateuse, donc suppression des bas pour le risque thromboembolique et utilisation des chaussettes en stock dans les services, donc diminution du coût des PHEV. Les patients ne vont plus chercher leurs chaussettes et leurs bas en officine de ville. Diapositive suivante. Il est indispensable qu'il y ait des transformations entre les professionnels de santé pour lutter contre ce gaspillage lié au PHEV et donc pour avoir un relais ville-hôpital optimal et en limitant les dépenses. Donc, comment limiter les dépenses? Donc, on a vu en évitant les redondances avec les sets de pansement et les satellites, en limitant le nombre de pansements au strict nécessaire, fréquence de changement, durée de traitement pour éviter le gaspillage, en prescrivant le bon pansement pour la bonne plaie, la taille du pansement doit être fonction de la taille de la plaie, en favorisant la mise en concurrence avec une prescription sous nom générique, en informant les prescripteurs sur le remboursement et en analysant l'intérêt des nouveaux pansements avec le prescripteur et en les sensibilisant aussi à l'utilisation des outils qu'on lui propose. Il est donc important d'avoir les informations, les formations et les outils pour le plus grand bonheur des prescripteurs, des infirmiers, des pharmaciens et, diapositive suivante, pour le bien-être du patient, bien sûr. Je vous remercie de votre attention. Et je vais maintenant aborder le point central dans le parcours de soins du patient, c'est le patient lui-même. On a vu le point de vue de l'hôpital et le point de vue de la ville, mais le patient est un acteur à part entière de ses soins. Et dans ce cadre-là, l'évaluation des besoins éducatifs entre tout à fait dans le cadre de la prise en charge des plaies chroniques. Donc le thème de cette présentation, c'est vers un référentiel de la compétence du malade. La première étape, c'est d'évaluer quels sont les besoins éducatifs des patients. Donc quels sont leurs besoins vis-à-vis de leurs plaies, vis-à-vis de la maladie sous-jacente, de leur prise en charge et notamment dans le cas qui nous intéresse, par rapport au pansement. Donc une fois qu'on a évalué tous ces besoins, on peut ainsi définir un référentiel de compétences du patient. Donc c'est vrai que dans le monde du DM, c'est des concepts qu'on utilise assez peu jusqu'à présent. Et quand on entend parler d'un référentiel de compétences du patient atteint d'une plaie chronique, on se pose en général 4 questions. Qu'est-ce que c'est qu'un référentiel de compétences? À quoi ça va nous servir? Qui l'établit? Et en quoi ça peut être utile?
Donc le référentiel de compétences rentre dans le cadre de l'éducation thérapeutique du patient. L'éducation thérapeutique, elle a été définie comme permettant aux patients d'acquérir et de conserver des capacités et des compétences qui les aident à vivre de façon optimale leur vie avec une maladie chronique. Il s'agit d'un processus permanent, intégré dans les soins et centré sur le patient. Donc l'ETP, en général, c'est un processus qui est assez long. C'est pour ça que c'est vraiment adapté à la prise en charge des pathologies chroniques. Pour les pathologies aiguës, il n'y a pas le temps de mettre en place le processus. Mais ça fonctionne tout à fait pour des pathologies comme l'ulcère veineux ou la plaie du pied diabétique. Les compétences qu'on vise à acquérir sont de deux types. Les premières, c'est des compétences d'auto-soin. C'est en fait tout ce qui va permettre au patient, selon son autonomie, de se prendre en charge lui-même. Donc ça va être des compétences qui vont lui permettre de se soigner, de détecter des effets indésirables, d'acquérir des gestes techniques, comme par exemple le fait de pouvoir réaliser certains pansements lui-même ou de poser de la compression. Mais il y a également des compétences d'adaptation qui sont souvent plus complexes à évaluer pour les soignants et les personnels de santé, mais qui sont essentielles pour les patients. C'est toutes ces compétences qui vont permettre au patient de vivre avec sa maladie, de l'appréhender, de communiquer dessus et d'avoir une vie la plus satisfaisante possible. Donc maintenant qu'on a défini ce qu'était l'ETP, la question se pose, comment la mettre en œuvre ? Donc les approches de TP sont toujours des approches pluridisciplinaires. Elles peuvent associer des médecins, des pharmaciens, des infirmières, des kinésithérapeutes, des ergothérapeutes, des diététiciennes et également des patients experts. Mais ces personnels, ils doivent tous avoir été formés à l'ETP afin d'acquérir des compétences pédagogiques, de communication et de transversalité. Et comment est-ce qu'elle se met en place ? C'est par un processus assez analogue à l'amélioration de la qualité. On commence par un diagnostic éducatif afin de savoir de quoi le patient a besoin. Il y a ensuite la création d'une alliance thérapeutique autour du patient. Le programme éducatif est ensuite élaboré. On évalue son efficacité et on repart sur une période de diagnostic éducatif. Donc, quand on parle de référentiel de compétences, qu'on peut aussi appeler référentiel d'éducation du patient ou référentiel de compétences du patient, on parle en fait de la liste exhaustive des compétences du patient, d'auto-soin et d'adaptation. Et c'est la toile de fond de tout le programme éducatif. C'est la liste des choses que le patient doit savoir faire, savoir être. Et elle se décline en deux types d'objectifs. Des objectifs prioritaires, qu'on appelle aussi objectifs de sécurité, et des objectifs spécifiques. Et elle peut être déclinée par thème ou en fonction de l'âge du patient. Et le but, c'est d'avoir un patient le plus expert possible sur sa pathologie. Les objectifs visés, comme je vous l'ai dit dans la diapo précédente, sont doubles. Les premiers, c'est les objectifs de sécurité. Les objectifs de sécurité, c'est tout ce qui permet d'éviter des accidents et de prévenir ou retarder le plus possible les complications graves. Ces objectifs de sécurité, ils sont communs et proposés à tous les patients et ils sont fixés par le soignant. C'est en général des objectifs qui sont fixés de manière très descendante. Ça peut être par exemple pour un patient asthmatique, savoir utiliser sa ventoline. Ça peut être pour un patient diabétique, savoir détecter ses hypoglycémies. L'autre type d'objectifs, c'est des objectifs spécifiques. C'est des objectifs qui touchent à la qualité de vie et ils concernent tout ce que souhaite le patient pour améliorer sa situation et se sentir mieux. Donc là, les objectifs spécifiques, comme leur nom l'indique, ils sont adaptés à la situation de chaque patient et à ses souhaits. Donc ils sont en général proposés et fixés en accord avec lui. Ça peut être par exemple un patient qui souhaite faire un voyage en van et qui veut savoir vivre avec sa maladie pendant son voyage. Ou alors un patient qui souhaite pouvoir continuer à jardiner. Tous les patients ne le souhaiteront pas, mais pour ceux qui le souhaitent, c'est un moyen de continuer à mieux vivre et à bien vivre avec sa maladie. Et concrètement, maintenant, avec la théorie, je vais vous présenter 3 exemples de référentiels de compétences développés dans 3 pathologies par l'équipe de Nantes. Donc, une maladie dermatologique chronique, la dermatite atopique, et 2 dispositifs médicaux, donc les dispositifs d'abord vasculaires Midline, Pickline, et qui ont été déclinés sur les chambres implantables. La dermatite atopique,
c'est un exemple d'une pathologie qui va toucher des enfants jeunes, des préadolescents, des adolescents et des adultes. Donc le référentiel de compétences va lister tout ce que on estime qu'un patient devrait savoir et savoir faire et savoir être, en sachant que pour cette pathologie, on touche des publics et des patients d'âge différents. Et on n'attend pas la même chose d'un enfant de 5 ans, d'un adolescent de 14 ans ou d'un adulte. Et donc ces différentes compétences vont être adaptées à l'âge et à la capacité cognitive du patient, et également peuvent être adaptées aux aidants. Vous verrez que les référentiels de compétences sont souvent orientés en 3 parties. La première, le savoir, concerne toutes les connaissances théoriques sur une pathologie. La deuxième, c'est le savoir-faire, tout ce que le patient doit apprendre à savoir faire pour vivre avec sa maladie. Et la dernière partie, ce qu'on appelle les attitudes ou le savoir-être, ce sont des connaissances ce sont des compétences de communication et de vivre et également d'alerte, savoir détecter à quel moment contacter quelle personne. Pour le midline et le peakline, l'équipe de Nantes a développé un référentiel de compétences qui suit le même cadre. Tout d'abord, des connaissances, donc le savoir, pour connaître les dispositifs, leur utilisation, leur localisation, quels sont les professionnels de santé qui peuvent les aider ou participer à leur prise en charge. Et ensuite, du savoir-faire, ce que le patient doit connaître et les gestes qu'il doit connaître pour ces dispositifs, qu'est-ce qu'il doit toucher et ne pas toucher, et du savoir-être pour vivre avec sa pathologie. Afin d'évaluer ces connaissances, il existe aussi des questionnaires qui permettent d'évaluer les différentes compétences et de déterminer si elles sont acquises, partiellement acquises ou non acquises. Ce référentiel de compétences a également été adapté aux chambres implantables et avec des questions et une présentation analogue. Le but de tous ces outils, c'est de permettre de développer l'autonomie des patients et leur appropriation et leur vie avec la pathologie et avec les dispositifs. Et pour nous, je pense que c'est une vraie perspective parce qu'on développe la pharmacie clinique et le patient est un atout formidable. Il est le centre des soins et il est un acteur à part entière. Je vais maintenant passer la parole à Charlotte pour la suite. Merci. On vient de parler des besoins éducatifs et de l'importance du patient qui est vraiment au cœur des soins. Et j'aimerais maintenant vous expliquer comment le laboratoire urgomédical s'implique également dans l'éducation thérapeutique. Tout d'abord, j'aimerais qu'on revienne sur la mission d'urgomédical. Je pense que vous connaissez tous pour la plupart nos pansements. Donc voilà, on a des pansements, on a des bandes de compression, Urgostar+, Urgo-K2. Donc voilà, ce sont des traitements innovants qui sont basés sur des preuves cliniques. Voilà, on fait beaucoup d'études cliniques pour s'assurer qu'on développe des produits qui soient en adéquation avec les attentes des patients et des professionnels de santé. Mais la mission d'urgomédical, elle va vraiment aussi au-delà de ces traitements et de ces produits. On s'est vraiment engagé à améliorer les connaissances scientifiques et à diffuser les bonnes pratiques, que ce soit pour les soignants, mais également les patients. Et le troisième pilier de notre mission, c'est vraiment d'aller proposer des services innovants pour optimiser la coordination des soins. Et donc, je ne sais pas si vous connaissez notre slogan qui est « Impossible n'est pas Urgo », mais donc rien n'est impossible chez Urgomédical. C'est donc tout naturellement qu'on a décidé donc, de s'impliquer dans l'éducation thérapeutique. Notre objectif, il est simple. L'objectif, il est de répondre à tous les enjeux, ou à certains enjeux en tout cas, de la cicatrisation. Typiquement, ça peut être la prévention notamment dans l'ulcère du pied du diabétique. Il y a aussi des enjeux d'observance avec les bandes de compression. Et ensuite, un patient qui comprend sa pathologie, qui comprend d'où vient sa plaie et son traitement, sera plus observant, plus à même de vouloir ne pas changer de pansement ou de bande de compression régulièrement. On peut aussi communiquer sur la récurrence de certaines plaies, comment éviter la récurrence des ulcères notamment. Bref, notre objectif, il est simple, il est de rendre le patient acteur de sa cicatrisation. Et comment on peut y arriver ? On peut y arriver en développant des programmes et des outils
à destination des patients et des aidants également, puisqu'on parle parfois de patients âgés, et également à destination des professionnels de santé qui sont vraiment en première ligne au contact tous les jours des patients. Mais c'est une belle chose de développer des outils et des programmes. On s'engage également à les diffuser, à les communiquer pour les faire vivre, pour que ce soit utile au quotidien. Et donc j'aimerais aujourd'hui m'attarder sur le programme Let's Go. Donc pour les anglophones ici présents, vous devinerez qu'il s'agit de jambes. En effet, le programme Let's Go, c'est le premier programme patient à destination des patients porteurs d'ulcères de jambes veineux. Et donc le traitement étiologique des ulcères de jambes veineux, c'est la compression. Donc c'est les bandes de compression multitypes qui sont recommandées en première intention. Donc ça veut dire que le patient il va devoir vivre plusieurs semaines, mois, voire plus, avec des bandes de compression jour et nuit. Et donc lui aussi, à son niveau, il peut, avec des choses simples, être acteur de sa cicatrisation. Donc dans ce programme, il y a 3 piliers qui existent aujourd'hui, même si on a d'autres idées pour la suite. Le premier pilier, c'est de comprendre sa pathologie. Pour nous, un patient qui comprend pourquoi il a une plaie, d'où ça vient et pourquoi il a ce traitement-là, va encourager l'observance et donc une cicatrisation plus rapide. Et on aime, ce qu'on veut aussi, c'est apporter des trucs et astuces pour qu'il ait amélioré sa qualité de vie avec un chaussage, par exemple, plus facile. Le deuxième pilier, c'est réaliser de l'activité physique. Donc, je reviendrai après, mais l'activité physique adaptée est un très bon levier pour les patients porteurs d'ulcères de jambes veineux. Et avec des exercices très simples, on peut activer son retour veineux, et même en étant immobile, et ça permettra aux patients de renforcer sa cicatrisation. Et le troisième pilier de ce programme, c'est la nutrition, donc manger sainement, puisque à travers une alimentation saine et équilibrée, le patient peut obtenir également une meilleure cicatrisation. Donc ce programme, c'est un programme urgomédical, mais bien sûr qui a été développé avec des experts, des médecins vasculaires, des enseignants APA, activité physique adaptée, des nutritionnistes. Et donc, de manière concrète, vous avez différents outils dans ce programme. Vous avez par exemple ici un support médecin avec les recettes de la cicatrisation. Donc là, c'est vraiment un support pour le médecin ou l'infirmière qui, en consultation, va pouvoir expliquer avec des images la pathologie, l'importance de la compression, l'importance d'avoir un bon chaussage et les bienfaits de l'activité physique adaptée. On a également développé des outils pour les patients et les aidants. Donc c'est la même chose, mais de manière encore plus imagée et de manière plus simple, avec les 3 piliers que vous retrouverez. Donc on a également un poster pour les salles d'attente qui permet aux patients de se poser des questions en salle d'attente et d'ouvrir une discussion avec son médecin ou son infirmière en consultation. Sur l'activité physique adaptée, donc l'activité physique adaptée, c'est aujourd'hui remboursé par certaines mutuelles ou assurances. Et donc on a développé un programme très simple pour les patients mobiles ou immobiles pour encourager la mobilité de la cheville et encourager le retour veineux. Et donc on sait qu'il y a certains médecins qui nous ont dit avoir mis ce poster dans leur salle d'attente et ils voient souvent donc leurs patients faire ces exercices dans la salle d'attente avec leur bande de compression en attendant la consultation. Donc ça, c'était pour des outils plus, on va dire des documents plus papier, mais on est, avec le digital et le site internet, on peut aussi communiquer, notamment avec les patients ou les aidants. Et donc sur le site internet Urgomédical, vous pouvez retrouver des vidéos tutoriels très simples qui expliquent pourquoi il y a un ulcère de jambe veineux, pourquoi il faut mettre des bandes de compression. Et typiquement, ici, les soignants et surtout peut-être les infirmières peuvent montrer cette vidéo pendant que l'infirmière fait un soin ou change une bande de compression au domicile du patient. Donc ça, c'était pour le programme Let's Go, mais donc voilà, un programme qui va vivre et il y aura d'autres piliers qui seront développés prochainement. Mais donc, what else ? Qu'est-ce qu'on a d'autre chez Urgomédical autour de l'éducation thérapeutique ? On a également des documents de prévention, notamment sur l'ulcère du pied du diabétique.
Et là, l'objectif, c'est vraiment de sensibiliser les patients diabétiques et d'adopter les bons gestes, notamment pour les patients qui sont neuropathiques, pour éviter, pour qu'ils prennent soin de leurs pieds, qu'ils regardent régulièrement leurs pieds, pour éviter qu'une plaie se forme, puisque les conséquences peuvent être assez lourdes. Et pour finir, on a également un nouveau programme qui s'appelle #Penser sans douleur, qui est vraiment à destination donc, des professionnels de santé pour vraiment mieux les aider à prendre en charge la douleur des plaies. La douleur des plaies, que ce soit aiguë ou chronique, ça reste très important pour les patients et c'est parfois mis de côté. Donc on a développé des échelles sur la douleur pour vraiment que le professionnel de santé essaye de bien comprendre le niveau de douleur du patient. Et on a également développé des outils sur le fait qu'on a tous des biais cognitifs qui influencent nos perceptions, qu'on soit soignant ou patient, ce qui fait qu'on n'a parfois pas tout à fait le même ressenti que le patient ou le soignant au niveau de la douleur. Donc voilà pour la partie ergomédicale et éducation thérapeutique. En tout cas, on est convaincu que toutes ces actions peuvent améliorer la qualité de vie des patients. Mais on est convaincu, comme vous le disiez, que la communication entre les professionnels de santé et le patient reste clé pour encourager une meilleure cicatrisation. Eh bien, merci à tous les participants pour ces interventions très intéressantes. Je vous rappelle aussi que vous pouvez scanner le QR code, vous remplissez le questionnaire et ensuite nous répondrons à vos questions et on vous dit à très vite. Au revoir.